Nous sommes au port du Havre, le 16 mars 1763. Un navire nommé l'Africain d'environ 350 tonneaux et commandé par le capitaine Drouet part pour le Cap François du côté de Saint-Domingue. Ce navire dit de droiture appartient aux armateurs messieurs Bégou-en-Demeaux et compagnie de la Société de Guinée. Le résumé de ce début d'expédition, nous le trouvons dans la première gazette du commerce publiée à Paris le 1er avril 1763. Mais comment ce voyage a-t-il été possible ? Avant d'entrer dans les détails, commençons par le commencement, et par ce qui est nécessaire à toute entreprise, l'argent. Si l'on se fie au livre La route des esclaves de Pierre Pluchon, monter une expédition est une dépense à la fois lourde et risquée. En 1763, après la guerre de 7 ans, il faut compter aux alentours de 275 000 livres pour armer un navire avec une capacité moyenne de 300 tonneaux, permettant de transporter plus de 400 captifs. Un investissement important pour l'époque. Ces dépenses se répartissent entre 6 postes: l'armement du bateau, les vivres pour l'équipage et les esclaves, les avances aux marins, la cargaison, la commission de l'armateur et les assurances. Ce dernier, dont le taux variait de 6 à 40% selon les périodes de paix ou de guerre, réduisait les risques de la traite. Celui qui achetait une prime générale obtenait une garantie de sécurité. Si les Noirs venaient à décéder entre l'achat en Afrique et la vente dans le Nouveau Monde, ceux-ci étaient remboursés. À cela, l'assurance couvrait les réparations d'avaries, la dégradation ou les pertes de denrées, voire jusqu'au navire perdu dans un naufrage. Néanmoins, malgré les assurances, il était extrêmement rare qu'il n'y ait qu'un seul négociant investisseur. En général, des associations se formaient pour mener une opération commune et limitée dans le temps afin de limiter les risques économiques. Mais ces associations n'étaient pas accessibles par tous. Il fallait faire ses preuves, avoir acquis une solide réputation ou disposer d'une grande fortune pour accéder à ce monde restreint. L'acteur majeur de ces groupements devient alors l'armateur. Son implication est très variable selon son appétence au risque, dont dépendront les bénéfices. Il peut se contenter de coordonner la mise en place, ce qui est déjà crucial, ou au contraire être le plus gros investisseur de l'expédition, en apportant non seulement le navire, mais aussi une bonne partie des capitaux. Mais qui sont les armateurs ? Ce sont des personnes issues de familles qui se sont bâties sur plusieurs générations par l'accumulation de capitaux et par maintes associations avec d'autres familles. Chaque port du royaume de France avait ses grands noms, les Chaurans, les Bouteillers ou encore les Trochons à Nantes. Sans compter des familles étrangères, les Bégou-en-Demeaux au Havre, les Magnon et les Surcouf à Saint-Malo, les Nérac à Bordeaux, etc., etc. La plupart de ces noms sont ceux de bourgeois qui aspirent dans bien des cas à s'intégrer à la noblesse. Rien qu'à Nantes, on estime qu'un tiers des armateurs sont des bourgeois anoblis. Les armateurs sont donc des personnages majeurs dans la vie d'un port quel qu'il soit. Toutefois, il est à noter que les armateurs font rarement partie du voyage, contrairement à un autre élément clé, l'équipage. L'équipage est recruté par l'armateur et le capitaine, qui est un homme de confiance de l'affréteur. Dans le cas des ports, la plupart des matelots sont recrutés dans un cabaret ou une auberge. Ces endroits pouvaient être des lieux d'information quant aux expéditions en cours de préparation. Mais malgré ces renseignements sur le recrutement, déterminer le nombre de marins recrutés pour chaque expédition est particulièrement difficile. En effet, leur nombre est corrélé au tonnage du navire. Faisant dans l'ordinaire de 150 à 250 tonneaux, un vaisseau peut ainsi compter entre 30 et 50 marins. Néanmoins, les tonnages annoncés sont trompeurs. Avant 1784, chaque navire était taxé selon le tonnage, d'où un recours excessif à la fraude. De ce fait, le nombre de membres est biaisé. Après 1784, où l'État décide d'accorder une prime de 40 livres tournois par tonneau, les tonnages annoncés atteignent des proportions excessives. Néanmoins, on sait que malgré l'augmentation de ce tonnage, le nombre de marins n'a pas augmenté pour autant. On suggère même qu'il n'a eu de cesse de diminuer après la fin de la guerre d'indépendance américaine. Cela dit, l'équipage, peu importe son nombre, obéit à des principes d'organisation, aussi bien réglementaires que traditionnels. Au sommet, on trouve l'état-major, avec à sa tête le capitaine, au-dessous le second, suivi des premiers et deuxièmes lieutenants, puis le premier chirurgien, et enfin, selon les cas, une ou deux enseignes, parfois un pilotin pour compléter le tout, soit un total de 7 à 8 personnes. Après les officiers majors, viennent les officiers mariniers, composés du maître d'équipage, une sorte de chef du personnel subalterne, et le maître charpentier, affecté à l'entretien et à la réparation des mâts et de la coque. Arrive ensuite la mestrance, qui sont les cuisiniers, ou maîtres d'hôtel, responsables de la table de l'état-major et des achats de vivres frais, le coq, chargé de préparer la pitance des matelots et des esclaves, le tonnelier, qui veille au bon état des barriques d'eau, le canonnier, comme son nom l'indique s'occupe des canons, un voilier, chargé de la direction des voiles, un chef de chaloupe, qui fera les allées-venues entre le navire et la côte une fois arrivé en Afrique, le maître calfa, chargé de l'étanchéité de la coque, l'armurier, les chirurgiens, le boulanger, et tous les rôles nécessaires au bon fonctionnement du navire. Maintenant l'équipage rassemblé, il faut se préparer au départ. Le capitaine se présente alors au commissaire aux classes de la marine, chargé de l'inscription maritime, et au trésorier de la caisse des invalides, pour demander la confirmation des engagements et l'autorisation de faire voile vers l'Afrique. Après une série de formalités administratives et le recrutement d'un curé pour assurer le baptême des esclaves une fois arrivés aux colonies, le navire est prêt au départ.
Mais un navire, ça ne se trouve pas aussi facilement. Celui-ci a en effet nécessité un certain temps de construction, même si là encore les cas de figure sont très variables. Il y a au cours du 19e siècle tout un débat sur la question entre la construction d'un bâtiment neuf de 50 à 60 000 livres tournois et l'achat d'un navire en moins bon état, mais beaucoup moins cher car valant seulement 15 000 livres. Si le premier cas est choisi, la construction d'un navire nécessite une abondante main-d'œuvre, qui ne vient pas exclusivement du port où le bâtiment est construit. On a par exemple aux archives départementales du Cher la trace de charpentier Berrichon, engagé par la Compagnie des Indes pour travailler au port de Lorient. Pour les matériaux, dans le cas de Nantes, on s'appuie notamment sur le transport fluvial de la Loire, lequel permet d'apporter le bois de marine, le fer pour l'ancre, et l'artillerie et le chanvre, lequel sert aux toiles et aux cordages, qui compte parmi les matériaux les plus importants pour la construction des navires. Dans le cadre du commerce triangulaire, le navire est légèrement différent d'à l'habitude. Comme il n'existait pas d'embarcation exclusivement vouée au commerce des esclaves, le capitaine faisait installer un faux pont au niveau de l'entrepont en vue d'optimiser l'espace et de mettre un maximum de captifs. Le navire est construit, l'équipage rassemblé, il nous reste un dernier aspect à évoquer, les cargaisons. Outre les vivres de l'état-major et des matelots, les barriques d'eau et les bougies, on embarque sur le bateau le matériel dont les maîtres spécialisés ont besoin. Boîtes de chirurgie et de médicaments pour le chirurgien, bois, clous, chevrons, goudron pour le charpentier, menottes, cadenas, fer et chaînes pour les esclaves, ainsi que des armes pour l'armurier, un pétrin pour le boulanger, et des chaudières pour le coq, qui travaillera dans une cuisine maçonnée construite sur le pont. Pour l'alimentation des noirs, on emporte des pois gris et blancs, des fèves et du riz, avec lequel on prépare le gruau, une sorte de bouillie. Pour l'équipage, on réserve aussi de l'eau de vie, sans oublier quelques barriques de vinaigre qui serviront tant à parfumer qu'à désinfecter l'entrepont et le pont. Le dernier type de marchandises important dans le navire est ce que l'on nomme les cadeaux, utilisés pour acheter des esclaves. Le capitaine qui jette l'ancre devant la côte africaine s'empresse d'amadouer le roi local et ses principaux lieutenants, en leur offrant des présents d'une qualité supérieure aux articles courants, ou d'une nature particulière. Quand la concurrence se fait dure entre plusieurs négriers, il est préférable de disposer d'objets plus séduisants. On garde généralement en réserve des manteaux aux couleurs vives, des pièces d'argenterie, des couverts, des tricornes à plumer ou ornés de broderies, des bijoux de corail, de beaux mouchoirs, des tapis ou encore de l'eau de vie pure. Celui qui ne regarde pas la dépense se munit aussi de parasols de taffetas, de chaînes d'argent, de pantoufles brodées d'or, de grandes et luxueuses pipes de Hollande et parfois plus insolites, de belles cannes de tambour-major. Plus intéressant pour les populations africaines, les armes et munitions sont les objets les plus prisés et ceux qui rapportent le plus. Si ces gracieusetés comblent les vœux des souverains indigènes, la campagne en ressentira les bénéfiques effets. La cargaison proprement dite destinée à servir de monnaie d'échange est très variée, car les souverains indigènes n'aiment pas être payés dans une seule marchandise. Ces différents éléments qui constituent l'ensemble des marchandises de traite s'agencent selon une hiérarchie presque immuable. En valeur, les étoffes représentent en moyenne 70 à 78% de la cargaison, les armes et munitions 7 à 14%, comme les alcools et le tabac, et la quincaillerie 3%. Il est difficile d'imaginer quelle somme nécessite l'assemblage d'une cargaison. Toutefois, on sait que les vivres coûtent peu par rapport aux articles de troc, car ceux-ci sont loin d'être sans défaut. Une fois toutes les conditions réunies et les marchandises chargées, l'équipage embarque à destination de l'Afrique pour acheter des esclaves. Mais cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo.